ne vaut la joie. Remplissez votre être de bonne humeur, quelle que soit la situation que vous traversez. Par ici, nous essayons justement de contribuer à cette bonne humeur à travers cette tranche dédiée pour vous, pour le divertissement dans l'apprentissage. Tout est au rendez-vous, technologie, information pêle-mêle ou encore agriculture. On a tout concocté pour votre bien-être, pour un bon divertissement de votre mi-journée. Et je vous propose de nous installer avec ce morceau de DJ Kérosène sorti il y a juste 3 jours. La voix autorisée pour votre plaisir. Et ma double prod. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. À cause des petits mouvements là, les gens là me regardent mal. À cause de ma propre étoile, il fait Papa le Tout-Puissant. Adonis, Gloria, bonjour, comment vous allez? Bonjour Rebecca, bonjour aux amis téléspectateurs. Adonis, bonjour. Toujours un plaisir d'être avec vous, à vos côtés, pour conduire ce rendez-vous de midi avec vous. Un plaisir bien partagé. Adonis, comment tu vas? Ça va, bonjour Rebecca, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Gloria. Bonjour Adonis. J'espère que tu as passé un bon week-end et la semaine a bien démarré. Très bien, super. Et le week-end s'approche encore. Bon, si vous permettez, je suis quand même là. Hein. C'est moi, je donne la parole. Tu nous as donné la parole. J'ai dit Adonis, comment tu vas? Je n'ai pas dit Adonis, demande à Gloria comment elle a passé sa semaine. Hein? Il a oublié à un moment donné que c'est toi qui poses les questions ici. Bon, Rebecca, bonjour. Bonjour. Je vais bien, j'espère chez toi si ça va bien. Je vais très bien. D'accord. Alors, il est l'heure de parler de la technologie. Aujourd'hui, dans e-tech, nous parlons de la cybersécurité. Est-ce que vous connaissez d'abord ce qu'on appelle données personnelles? Adonis, non, je vais d'abord chez Gloria. Gloria, tu connais ce qu'on appelle données personnelles? Oui, données personnelles. Qu'est-ce que tu mets dans données personnelles? Quand tu entends données personnelles, qu'est-ce qui te vient là tout de suite à l'esprit? Quand j'entends données personnelles, ça veut dire tout de suite que c'est des informations qui me sont personnelles, des informations que beaucoup n'ont pas droit d'entrer, beaucoup n'ont pas le droit de savoir sur moi. D'accord. Voilà, c'est ce que je comprends par ça. Tu es d'accord avec Gloria? En partie, données personnelles, ton nom c'est une donnée personnelle, ton signe astrologique c'est une donnée personnelle, ton âge c'est une donnée personnelle, donc c'est toutes les informations liées qui déterminent ta personnalité, ton identité. D'accord. Alors, comment est-ce que toi, Adonis, tu protèges souvent tes données personnelles? Protéger ces données personnelles, c'est d'abord, d'une part, ne pas dévoiler totalement tout sur sa vie, donner juste le strict minimum. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de mettre telle est ma mère, tel est mon père, telle est ma femme, et tel, non, on met juste le strict minimum en fonction de ce que vous avez besoin de faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux professionnels qui vous amènent à donner certains autres détails, mais ce n'est pas toutes les données qu'il faut mettre dessus sur votre vie privée, parce que la vie privée, c'est une vie privée. Vie privée, donc il faut, Elle est à la protéger. Voilà, Gloria, Adonis le disait tout à l'heure, quand on parle de données personnelles, c'est d'abord ton nom, ton prénom, ton date de naissance. Quand on parle de données personnelles, on parle aussi de tes photos, de tes vidéos. Et justement, parlons de tes photos, de tes vidéos, de tout ce que tu stockes grâce à ton smartphone. Comment est-ce que tu les protèges en fait? Ah oui, en ce qui concerne mes photos, mes vidéos, tout ce qui m'est vraiment personnel et intime, j'essaie de mettre un code sur mon téléphone portable afin que même si mon téléphone portable se retrouvait dans la main d'un inconnu, qu'il n'ait pas accès à tout ce qui est dans mon téléphone. Et en dehors de cela, je protège mon téléphone. Tout simplement. Tout simplement. Code, mot de passe, Adonis, c'est aussi ta méthode? Code, mot de passe, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités avancées que par exemple, tu as activé la localisation de mon téléphone parce qu'il y a certains fournisseurs de téléphones qui vous permettent d'activer la localisation. J'ai une sauvegarde automatique mensuelle dans le cloud.
et je paye un abonnement pour ça. Et aussi sur mon ordinateur, j'ai activé la localisation, ce qui fait que peu importe. Le cloud permet aux téléspectateurs de comprendre ce que Oui, c'est. le cloud, Adonis, c'est bien sûr cet espace-là qui nous permet de stocker nos données, mais dans le nuage, c'est-à-dire Voilà, sur cloud, la ça fait toile. nuage. C'est Voilà. un autre type de stockage qui n'est pas physique, mais qui est virtuel, Voilà. qui est virtuel de votre côté, mais de l'autre côté, elle est physique et vous stockez vos données. Donc, peu importe là où vous allez, ces données vous suivent. Voilà. Et vous pouvez Quand les- par exemple vous perdez votre smartphone, vous avez la possibilité tout simplement grâce à votre code d'entrée, enfin de reprendre vos données. de récupérer vos données si vous avez dit après la faire une sauvegarde. Voilà. Allez-y donc. Alors, ce qui est sûr, hein, chers chroniqueurs, c'est que autant que nous sommes, chacun a sa méthode pour protéger ses données personnelles. Mais est-ce la bonne méthode? Je vous propose de suivre cet élément. Ici, il nous parle notre expert international, Farid Allé. C'est un expert international en cybersécurité. Il nous propose ici quelques règles de bonne pratique. On doit se préoccuper de la sécurisation de ces données à tout moment. Je prends un exemple simple. En tant que citoyen, j'accède à des services de différentes façons. J'ai par exemple mon téléphone personnel dans lequel j'ai des données personnelles et c'est important de protéger par exemple ce téléphone-là en mettant en place différentes mesures. L'une des mesures standards, c'est mettre en place un mot de passe complexe pour éviter qu'en cas de perte, que le téléphone ne puisse être récupéré facilement et que les données puissent être récupérées facilement par des personnes malveillantes. C'est aussi l'installation des mises à jour de sécurité sur ces téléphones-là. Tout système contient des vulnérabilités qui sont découvertes au fil de l'eau et c'est important d'appliquer les mesures de sécurité, les patchs de sécurité, les mises à jour de sécurité pour essayer de combler les failles détectées au niveau de ces différents actifs. Donc ça, c'est un exemple qu'on retrouve au niveau des smartphones, mais qu'on peut aussi transposer. Si on reçoit un email d'expéditeur inconnu, il faut supprimer l'email. Dans le cas d'une organisation étatique ou privée, par exemple, l'email peut être transféré au support informatique qui va mettre en place des règles au niveau des systèmes pour bannir à l'avenir ce mail frauduleux ou qui peut aussi prendre des actions pour investiguer, pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et le support informatique aussi pourra aussi envoyer des mails de sensibilisation régulièrement en disant faites attention, ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez. C'est des vecteurs d'intrusion. Très important de sauvegarder aussi ces données. Séparer les usages personnels des usages professionnels. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'Agence nationale de la sécurité de l'information. Il y a des guides et des documents qui sont disponibles que vous pouvez récupérer pour apprendre un peu plus sur quelques mesures de sécurité. Merci à Farid Allé, un expert international en cybersécurité. Alors, Adonis, tu as entendu certainement tout ce que Farid proposait tout à l'heure par rapport à la protection de nos données personnelles. Qu'est-ce que tu penses de ces méthodes? J'avais évoqué déjà certains points de cette méthode et il a rajouté en parlant des mises à jour qui sont nécessaires aussi bien sur vos ordinateurs que sur vos smartphones. Quand vous voyez ces mises à jour, il faut obligatoirement le faire. Ne pensez pas que elles sont facultatives. Il y a des mises à jour qui sont facultatives, mais il y a des mises à jour qui sont primordiales sur votre ordinateur. Vous allez voir, lorsque vous voulez télécharger, vous le dit si c'est facultatif ou pas. D'autre part, quand on vous envoie un mail, prenez la peine forcément de lire l'expéditeur du mail. Avant de cliquer sur... Parce qu'il peut y avoir le mail peut être identique comme si c'était un vrai mail, mais il faut regarder l'extension. C'est l'extension qui va vous déterminer cela. Quand vous lisez certains mails comme des iPhone 13, mais félicitations, vous venez de gagner un truc, il faut faire attention. C'est souvent du hameçonnage. En dehors de ces mails, il faut aussi, comme Gloria l'a dit, verrouiller un peu son smartphone et autres, mais à condition de pouvoir aussi laisser des identifiants ou les possibilités pour qu'on contacte les personnes en cas d'urgence quand vous avez un problème sur votre téléphone, qu'on puisse facilement joindre vos proches un peu. Donc, c'est important. Oui. Gloria, tu partages son avis? Oui, pourquoi pas. Je trouve que là, c'est de très bons conseils. Je crois que toute personne qui a un smartphone doit pouvoir suivre ces conseils-là pour ne pas se
retrouver dans de beaux draps. Voilà un peu. Alors, ce qui est sûr, c'est que la protection de nos personnels, de nos données personnelles, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Et justement, on marque un arrêt. En France, il y a un campus cyber qui est inauguré ce mardi. C'est un QG dédié à la protection des systèmes d'information numérique. Il s'agit de développer rapidement des moyens de lutte contre toutes les formes de cybercriminalité. Alors, l'idée est de rassembler les différents acteurs de la cybersécurité dans un même endroit que l'on nomme un lieu totem. Alors, Adonis, un campus cyber pour mieux sécuriser les systèmes d'information, mais surtout pour fédérer les énergies afin de sortir des solutions innovantes, toujours dans la lutte contre la cybercriminalité. Qu'est-ce que cela t'évoque? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne chose. Si je dois retourner dans le passé, c'est à peu près la même démarche qui a conduit à l'élaboration du référentiel de bonnes pratiques pour le management des systèmes d'information qui est utile. En France, il y a, c'est déjà un pas de vouloir rassembler ces personnes-là pour parler d'une seule voix, parce que tout le monde n'a pas les mêmes compréhensions, n'a pas les mêmes pratiques par rapport à la protection. Donc, en les regroupant, chacun va apporter une pierre à l'édifice pour peut-être à la fin élaborer un recueil ou élaborer un guide qui permettra à toute personne de ne plus se faire facilement attaquer, surtout avec ces temps-ci où il y a l'expansion des cybercriminels et aussi un peu de, comment on dit, les faveurs du net, où il y a l'expansion du blockchain et des bitcoins, des monnaies virtuelles, de la crypto-monnaie. Vous voyez un peu, donc les gens profitent facilement de cela pour pouvoir insérer, créer des codes malveillants. Donc, je pense qu'avec la mise en place de ce campus, je crois, de la cyber... Enfin, on est en bonne voie tout simplement pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Oui. Alors, Gloria, une telle innovation, un campus pareil, pour quand même, c'est comme je le disais et que Adonis aussi le disait tout à l'heure, pour ensemble trouver des moyens efficaces contre la cybercriminalité, puisque la cybercriminalité, c'est partout. La cybercriminalité, c'est aussi bien au Bénin qu'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette innovation de la France, en fait? Est-ce que tu trouves qu'on devrait s'inspirer de cela pour aussi créer notre campus cyber au Bénin? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que on a quand même CMCity au Bénin aussi qui travaille, qui est le campus de l'innovation. Mais ici, c'est spécifique, c'est un campus pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Alors là, vous posez la question et vous répondez en même temps. C'est une très belle innovation parce que, vous savez, la cybercriminalité, comme vous venez de le dire, c'est partout. Et c'est partout qu'on a le devoir de lutter contre cet état de choses. Pourquoi pas une université pareille au Bénin, ça fera un plus. Et ceux-là qui sont toujours là, il y en a qui ne vivent que de cela, la cybercriminalité. Donc, c'est une manière d'éviter ça à la longue, de décourager ce fléau-là. Donc, pourquoi pas? On encourage tout simplement. D'accord. Alors, il est l'heure à présent de répondre aux préoccupations de nos téléspectateurs. C'est dans SOS, le rendez-vous de midi. Et il nous a rejoint entre-temps. Bruno, bonjour, bienvenue. Je suis la pointe des pieds à la dernière minute. Bonjour Rebecca, bonjour Adonis. Bonjour la géante Gloria, très heureux d'être en votre compagnie une fois encore. La géante Gloria. Oui, la géante Gloria. La précision. Est-ce qu'on va chercher à savoir pourquoi ou bien on se... La géante par la taille. Ah, ok. Le reste, je n'ai rien dit. D'accord, ok. Bruno, bonjour. Alors, Adonis, notre préoccupation du jour nous est adressée par Geneviève Gbema-Nozin. C'est bien ça, hein? Geneviève Gbema-Nozin. Elle veut connaître le lieu où se règlent les affaires domaniales à Cotonou. Oui, nous restons toujours dans le domaine du foncier. Quand on parle d'affaires domaniales, c'est toutes les préoccupations liées à la gestion de votre parcelle, de votre habitat, du permis de construire,
et toute autre date? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Ne sachant pas trop la raison pour laquelle madame veut savoir là où se règlent les affaires domaniales, parce que quand on parle d'affaires domaniales, c'est plusieurs préoccupations à la fois. Quelle est réellement sa préoccupation, quel est réellement le problème qu'elle veut poser? Se référant à nos experts à la mairie de Cotonou, nous suggérons à madame Geneviève de se rendre à la direction des affaires juridiques et du foncier, qui est située à Rwansori, dans la zone de l'église Sainte-Cécile, pour pouvoir aller poser sa préoccupation. Elle demande à rencontrer la directrice des affaires juridiques. Là-bas, elle pourra mieux expliquer son problème. On aura là-bas le service de production des actes, le service de l'affirmation des conventions de vente, on en a parlé ici, la production des actes domaniaux, ainsi que la production, le répertoire, c'est là où se tient aussi le répertoire des différentes parcelles et des différents propriétaires là-bas. Donc, elle se rend juste à cette direction pour pouvoir poser sa préoccupation et on prend en charge de sa préoccupation. Oui. Alors, j'espère que Geneviève nous suit et qu'elle est satisfaite par rapport à cette réponse-là, cette réponse justement à sa préoccupation. Et tout comme elle, chers téléspectateurs, vous pouvez tout simplement nous envoyer aussi vos préoccupations. On rappelle très rapidement les moyens. Eh bien, pour avoir une solution à votre préoccupation, il suffit de nous adresser votre préoccupation sur la page Facebook de Rendez-vous de lundi, ou écrire simplement votre préoccupation en ajoutant le hashtag SOSRDVM. Tout simplement, et on est là, on va vous répondre. Alors Bruno, nos informations pêle-mêle, c'est avec toi, n'est-ce pas? Avec on moi. installe ta rubrique. Alors Bruno, aujourd'hui, notre première information, on parle d'une 60aine de morts qui sont enregistrés dans une explosion sur un site d'orpaillage. Exactement. Vous savez que l'or attire tout le monde et sur les sites où il y a de l'or, il y a souvent la ruée des jeunes gens, et des personnes de tout âge d'ailleurs. Tout le monde veut gagner. Chercher l'or, se faire de l'argent, on devient orpailleur. Mais c'est une activité qui du coup aussi est dangereuse parce que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont souvent assez risquées. Et je pense que il y a beaucoup de Burkinabés qui en ont fait les frais. Et vous parlez d'une 60aine de morts. Vous avez raison, mais le bilan pourrait s'alourdir selon les sources hospitalières. Donc, le bilan pourrait s'alourdir puisque des blessés se sont retrouvés dans des états critiques et sont aux soins à l'hôpital. L'accident s'est produit lundi après-midi sur le site d'orpaillage de Gomgombiro. C'est dans le sud-ouest du Burkina Faso. Alors, une autre source hospitalière toujours fait état de 55 morts pour l'instant dénombrés et d'y avoir recensé au moins 55 blessés, dont des femmes et des enfants. Ça veut dire qu'au niveau du bilan, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment fixé, donc ça évolue, ça va, ça vient. Alors, donc, il faut dire que les victimes ont été tuées par une explosion occasionnée par un incendie sur une zone d'entreposage de bâtons de dynamite de contrebande qui fait aussi office de marché sur le site d'orpaillage, a expliqué donc un habitant de Gomgombiro. Il a décrit les scènes d'horreur donc qui ont frappé cette, on va dire, cette cité du sud-ouest du Burkina Faso, des arbres déracinés ou calcinés et un large cratère sur les lieux du drame. On va suivre ce reportage qui retrace un peu les conditions dans lesquelles des dizaines de personnes ont perdu la vie. Au sud-ouest du Burkina Faso, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'orpaillage illégal a tué au moins 59 personnes dans la localité de Gomgombiro lundi après-midi. Selon une source hospitalière, le bilan pourrait s'alourdir puisque des blessés se trouvent toujours dans un état critique. Un habitant a décrit des scènes d'horreur, des arbres calcinés et un large cratère sur les lieux du drame. Le procureur du Burkina Faso s'est rendu sur les lieux pour effectuer un constat. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, a affirmé une source judiciaire. Et voilà donc triste
Ah, triste Vraiment bilan. triste. Triste bilan, et il faut dire que selon les sources judiciaires, donc le procureur du Burkina Faso s'est rendu sur les lieux pour les constatations d'usage et une enquête a été ouverte pour déterminer donc les circonstances du drame. Il faut aussi dire que bien qu'en baisse, la production d'or est devenue en une douzaine d'années le premier produit d'exportation du Burkina Faso, dont le principal produit d'exportation était auparavant le coton. Donc ça a un peu changé, c'est beaucoup plus vers l'or maintenant qu'il y a une ruée. Donc le secteur orifère officiel compte quelques 15 000 emplois au Burkina Faso, directs et indirects bien sûr, et 50 000 emplois indirects maintenant sous le sous-secteur bien entendu artisanal aussi, appelé orpaillage, emploi 1,5 million de personnes et génère une production annuelle supplémentaire d'environ 10 tonnes d'or selon le ministère des Mines. Donc vous comprenez l'intérêt de cette activité au Burkina, mais aussi les risques, puisque là on parle de plusieurs dizaines de blessés et le bilan qui pourrait s'alourdir à l'hôpital parce qu'il y a des blessés graves, il y a beaucoup de blessés dont le pronostic vital est vraiment engagé. C'est bien dommage. Donc oui, il faut chercher de l'argent, oui, il faut chercher à s'épanouir, mais pas à tous les prix forcément. Non, pas forcément. On dit tout simplement Yako, comme les Ivoiriens. Yako, et voilà, toutes nos condoléances aux familles qui ont perdu un proche. Mais en même temps, on espère que ceci va servir de leçon. Forcément, ça doit servir de leçon parce que si vous vous souvenez, on a eu un drame similaire. C'est vrai que ce n'était pas de l'or. On a eu un drame similaire il y a plusieurs dizaines d'années au Bénin. C'était du côté de Porga. Et ce camion citerne qui transportait des produits inflammables qui a pris feu et des populations qui étaient en train de se servir de ce produit inflammable là qui coulait. Donc ça avait fait beaucoup de dizaines de morts. Donc, depuis, je pense que ça a servi de leçon. Donc, le plus important, c'est de tirer des leçons de ce qui est arrivé et faire attention. Très souvent, les sites où on entrepose des produits capables soit des produits inflammables ou des produits explosifs, il faut toujours faire très attention parce qu'il n'y a pas longtemps encore, quelque part dans le Golfe, il y a eu des déflagrations de nitrate. On se souvient aussi que ça avait fait beaucoup de dégâts. Donc, les endroits d'entreposage, franchement, il faut faire attention. Oui. Donc, c'est un peu comme chez nous aussi. S'il faut ramener la situation chez nous, il y a des entrepôts d'essence frelatée. Vous voyez des gens qui entreposent des cinquantaines de litres, plusieurs cinquantaines de litres. On assiste quand même à des incendies. Des incendies parce que c'est des endroits où quand il y a une petite flamme, tout prend feu parce qu'il y a un produit qui favorise donc même quand un moteur est trop tout ce qui est chaud échauffé, ou tout ce qui peut produire la moindre étincelle, ça peut créer beaucoup de dégâts. Pourquoi Adonis est si silencieux? C'est la tristesse. Non, mais ça interpelle, mais d'autre part, les responsabilités devraient être situées. Parce qu'on parle d'entreposage de la dynamite. C'est un endroit où on ne doit pas forcément amener du feu et autres. Donc, comment se fait-il qu'il y a eu du feu qui allait dans cette zone? Donc, c'est pour ça qu'on dit que les responsabilités doivent situer aussi bien le chef du chantier et autres, mais d'autre part, nous compatissons à la douleur de ces personnes qui ont perdu un proche et autres dans la recherche du bien-être pour leur famille. Donc, tout à fait. Adonis, on n'en voit pas du feu dans ces endroits, mais quand les moteurs sont très échauffés, tu comprends un peu, ça interpelle tout de suite et ça... Quand le carburant, l'essence frelatée est en contact avec quelque chose qui est chaud... Oui, en fait, si vous n'avez pas fréquenté les sites d'orpaillage, vous n'allez pas comprendre comment les activités se font. J'en ai fréquenté quand j'étais encore... un peu plus jeune, parce que je suis toujours jeune. Donc, du côté de Perma, en fait, ce qui se fait, les gens vont en profondeur pour chercher des pierres qui contiennent de l'or, en fait. Et ils utilisent, en fait, des engins explosifs. Donc, parce qu'il faut dynamiter, il faut dynamiter les pierres. Donc, on enfouit. Oui, il faut merci. Donc, il faut dynamiter les roches. Il faut enfouir les engins dans les roches et les faire exploser.
C'est un peu comme la manière dont la route de Tanguita a été créée à l'entrée. Donc, c'était des montagnes. Donc, c'est pendant des dynamites, ce c'est des processus-là engins. Oui, donc quand vous peut arriver, en fait. Voilà, s'il y a des substances à côté qui, chimiquement, sont des substances qui sont peut-être sensibles à l'explosion, à la flamme, c'est que tout de suite, les dégâts seront vraiment énormes. Or, c'est important pour les sites d'orpaillage d'enfouir les engins dans le sol et de dynamiter les roches pour pouvoir obtenir les pierres à partir desquelles on écrase pour obtenir la poudre maintenant pour aller laver et extraire l'or des pierres. En fait, si on doit s'en référer aux informations que tu as partagées avec nous, c'est dans l'entrepôt où on a mis les dynamites. Ce n'était pas les dynamites que les gens sont partis utiliser sur le terrain. Donc, c'est un entrepôt dans lequel il y a les dynamites. Donc, dans cette zone, au moins, celui qui est chargé c'est comme on va à Porte-Nouveau. Voilà, c'est vrai. Parfois des petits gestes d'imprudence. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il disait que les responsabilités doivent être situées. La vie de plusieurs néanmoins, ce qui est sûr, c'est que c'est un triste constat. C'est arrivé, c'est vraiment un triste constat. Et on dit encore une fois, Yako, nos condoléances à toutes ces familles-là éplorées, tout simplement. Alors, pendant ce temps, en Afrique du Sud, on accueille les tigres du Bengale. Oui, les tigres du Bengale, abandonnés il y a 15 ans par un cirque itinérant. Ces tigres du Bengale, donc, dont vous parlez, Rebecca Kendia-Ondé, vont être amenés dans une réserve en Afrique du Sud. Vous savez que l'Afrique du Sud est très réputée pour ses parcs animaliers. Alors, depuis 2007, les félins vivaient dans un wagon de 75 mètres carrés à San Luis, c'est en Argentine. Donc, un éleveur s'occupait jusqu'alors de leur apporter de l'eau et de la nourriture. Donc, pour des tigres de Bengale qui avaient été abandonnés et qui vivaient dans des conditions un peu difficiles, laissés pratiquement aux soins d'un individu qui est une personne de bonne volonté, donc l'Afrique du Sud, ces tigres-là vont rejoindre l'Afrique du Sud pour intégrer un parc animalier, une réserve de l'Afrique du Sud pour retrouver la vraie vie de la faune, comme on dit souvent. On va suivre ce reportage qui nous explique un peu plus le cas de ces tigres de Bengale. Par un cirque itinérant, ces tigres du Bengale vont être emmenés dans une réserve d'Afrique du Sud. Depuis 2007, les félins vivaient dans un wagon de 75 mètres carrés à San Luis en Argentine. Un éleveur s'occupait jusqu'alors de leur apporter de l'eau et de la nourriture. Après toutes ces années passées à vivre dans un wagon métallique, une voiture ou un train, je peux imaginer à quel point il sera agréable pour eux de toucher à nouveau le sol, l'herbe et d'avoir de l'espace. J'imagine donc que les animaux n'hésiteront pas face à ce grand espace. Si vous étiez enfermé dans une pièce toute votre vie et qu'un jour vous vous trouvez face à une sorte de stade, j'imagine que vous vous prendriez pour Lionel Messi en étant très heureux et en s'entraînant pour jouer du mieux possible au football. Après avoir collecté les fonds suffisants, l'organisation 4Paws, connue pour le sauvetage d'animaux sauvages, a annoncé de transporter les 4 tigres jusqu'à un centre de 1200 hectares en Afrique du Sud. Ils ont besoin d'un endroit pour s'acclimater et pour réaliser qu'ils ne sont pas en danger dans ce nouveau territoire. Ils reprendront alors un comportement naturel, mais cela peut parfois prendre du temps. Chez certains animaux, ça peut prendre 1 an et d'autres peuvent se sentir bien immédiatement. Mais ça dépend du traumatisme qu'ils ont subi, du degré de traumatisme. Mais en Afrique du Sud, ils seront en paix et ils pourront en profiter. Un jour de liberté vaut bien plus que de nombreuses années dans une prison. C'est une énorme différence. Pour l'organisation, seulement près de 4000 tigres vivent encore à l'état sauvage à travers le monde, l'espèce étant l'une des plus braconnées de la planète. Et voilà, donc ces tigres qui vont retrouver un peu la vraie vie de la faune, parce que quand vous, même si vous êtes un animal et que vous vivez dans un wagon de 75 mètres carrés, c'est assez compliqué, c'est beaucoup plus une prison. Mais quand vous êtes dans un parc, vous savez que vous avez la nature, vous pouvez vous balader, vous pouvez aller et venir, Tout à fait. la liberté. Donc c'est un peu comme
emprisonner un animal. Les animaux ont aussi besoin de liberté. Alors, donc, après avoir collecté les fonds suffisants, donc l'organisation 4Paws, donc connue pour le sauvetage d'animaux sauvages, a annoncé transporter les 4 tigres jusqu'à un centre de 1200 hectares en Afrique du Sud. Donc, vous quittez 75 mètres carrés pour 1200 hectares. Donc, pour l'organisation, seulement près de 4000 tigres vivent encore à l'état sauvage à travers le monde. Donc l'espèce est vraiment de plus en plus en proie au braconnage sur la planète. Donc ces chasseurs-là qui traquent les animaux en voie de disparition, qui les tuent et qui revendent la viande, parfois qui revendent les ossements, qui revendent parfois la peau et certains attributs comme si vous prenez l'éléphant, par exemple l'ivoire qui revient très cher. Donc, c'est des animaux à protéger. Alors, Bruno, notre troisième information, un village espagnol refait surface après avoir été englouti par les eaux il y a plus de 30 ans. C'est vrai? C'est vrai, ça se passe en Espagne. Wow. Le village, comme vous le dites, a été englouti par les eaux il y a plus de 30 ans. Et a refait surface il y a quelques jours. Mais pendant ce temps, bon, je vous laisse développer avant de vous poser des questions. On y va. Allez, on verra les images donc, de ce village. C'est celui que vous voyez à l'écran. Donc, la péninsule ibérique donc, est en proie à des périodes d'aridité qui, selon donc, les institutions, devraient se multiplier en raison du réchauffement climatique. Donc, cet hiver particulièrement sec a fait réapparaître le village d'Aceredo, voilà, submergé par le lac depuis 1992. Alors, en 1992, qu'est-ce qui se passe? Les habitants d'Aceredo, dans l'ouest de l'Espagne, donc, ont dit adieu à leur petit village déplacé pour permettre la mise en service du barrage hydroélectrique de Lindoso. Ils ne devaient plus jamais revoir les ruelles et les petits quartiers résidentiels engloutis par les eaux. 30 ans après, donc plus tard, pourtant, le village a refait surface. Ça se passe en Espagne. Donc, une importante sécheresse a fortement fait baisser le niveau des eaux et le réservoir censé alimenter ce barrage en ce début de l'année 2020. Donc, dans une étude publiée en 2008, donc, le GIEC, c'est une institution, prévoyait déjà la multiplication des périodes de sécheresse accrue. Ce phénomène d'intense aridité a déjà été observé en 2017 à Aceredo, donc dans ce même village-là, et pourrait donc se répéter à cause du réchauffement climatique. Comme quoi, parfois, à quelque chose, malheur est bon. Donc voilà un village qui retrouve la vie 30 ans après avoir été englouti par les eaux d'un lac qui avait été utilisé pour construire un barrage hydroélectrique, mais avec les périodes de sécheresse qu'ont connues certaines régions d'Europe, on va dire, cet hiver. Donc les eaux ont fortement baissé et ça a permis au village donc, de retrouver. Ce n'est pas étonnant, quand vous connaissez comment les cours d'eau fonctionnent, il y a toujours les périodes de crue, donc c'est des périodes de pluie où l'eau déborde. Et même vous, les villages qui êtes des villages voisins, vous subissez la furie des eaux. Vous êtes là seulement, vous voyez des vagues d'eau qui débordent, alors que normalement, peut-être le cours d'eau avait son lit, où voilà, l'eau était vraiment contenue, endiguée. Mais quand il y a crue, ça déborde. On en a chez nous souvent avec nos lacs, nos fleuves, le fleuve Mono qui déborde toujours et qui fait partie des cases avec la furie des eaux. Mais en période de sécheresse aussi, on va dire les cours d'eau retrouvent leur flot normal. Donc, du coup, les villages qui ont été entre-temps envahis par l'eau retrouvent encore vie. Sauf que ici, ça a duré 30 ans. Donc, c'est impressionnant de voir que 30 ans après, le village d'Aceredo retrouve vie avec des maisons qui sont restées. Mais les habitants étaient où, en fait? Ils étaient déplacés. Parce qu'au moment, en 92, quand ça se passait, les habitants avaient été déplacés. Mais ils n'avaient pas l'espoir. En fait, ce qui crée la sensation ici, ils n'avaient pas l'espoir parce que... Le village, voilà, un jour. Voilà, parce que les maisons sont restées sous l'eau et 30 ans après, 30 ans après, quand il y a eu la sécheresse et qu'il y a eu les eaux ont baissé de niveau, les maisons sont restées donc voilà. Et les habitants qui étaient déjà déplacés pendant 30 ans, parce que c'était parti pour être un lac qui allait servir de barrage hydroélectrique,
Donc, on se disait que voilà, c'est une infrastructure qui est permanente. On ne retrouverait plus le village, ni ses rues, ni ses maisons. Mais là, avec le niveau des eaux qui a baissé, le village, on a retrouvé le village comme vous avez pu le voir sur les images. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on peut comprendre l'univers? On ne peut pas comprendre l'univers, on ne peut pas comprendre Dieu. Il est insondable. Tout simplement. C'est ça. Alors, on en vient maintenant à cette information que je trouve particulièrement intéressante, Bruno. Vous nous parlez aussi d'un couple qui fête 81 ans de mariage. 91 ans. 91 ans de mariage. De mariage, oui. Vous imaginez? Vous avez dit 81 ans parce que 91 vous paraît un peu surréaliste. Je vous dis. Et pourtant, vous allez les découvrir dans un instant. Wow. Ils célèbrent 91 ans de mariage. La première question que vous devez vous poser, c'est à quel âge ils se sont mariés pour fêter aujourd'hui 91 ans encore vivants. Alors, Zacharie et Shama, un couple juif, rend grâce à Dieu donc, pour cette longévité. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, peut sembler être un mot ou une expression à la mode qui a traversé les générations lors des cérémonies de mariage. On entend toujours cette formule-là. Mais un couple d'Israël veut aller jusqu'au bout dans cette règle. Zacharie et Shama sont mariés depuis 91 ans. Les deux étaient des orphelins juifs nés au Yémen et ont été, on va dire, contraints à se marier très tôt afin qu'ils puissent être acceptés par la communauté juive. Zacharie avait à l'époque 12 ans et sa femme, donc Shama, n'avait que 10 ans. Donc aujourd'hui, quand on fait 91 ans plus 12, donc ça veut dire que l'homme a aujourd'hui 103 ans, je pense, c'est ça? Non. Si mes calculs sont bons. Non, attends. Lors du mariage, ils avaient quel âge? Le mari avait 12 ans et la femme 10 ans. Mais c'était un mariage, on va dire, obligatoire. Parce qu'ils devaient se marier donc, pour être acceptés par la communauté juive. Donc, ils sont restés longtemps ensemble. Ils ne se sont pas séparés après. Depuis 10 et 12 ans, ils sont restés mari et femme. Donc, ils sont restés mari et femme en couple depuis que la femme a 10 ans et l'homme avait à l'époque 12 ans. Ils se sont connus il y a 103 ans. Voilà, exactement. 104 ans. 104 si vous voulez. Comme vous voulez. Voilà, donc en tout, ils ont eu 11 enfants et 64 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Wow. 1, 2, 3. Je ne me souviens plus combien d'enfants il y avait. Il y en avait beaucoup, a déclaré Zacharie, l'époux. Donc en 1948, ils ont dû fuir la misère et la persécution de la communauté qui ravageait le Yémen. Donc en fait, c'est des étapes où si vous avez vécu, vous allez mieux comprendre que vous pourrez faire quelque chose juste pour survivre. Parce que quand vous êtes dans une communauté où vous êtes persécuté, vous n'êtes pas accepté, et on vous dit par exemple, il vous suffit de vous marier pour être accepté. Vous le faites tout de suite. Vous le faites avec ou contre votre gré, vous le faites juste pour avoir la vie sauve, juste pour être accepté par votre communauté. Donc c'est le cas. Sauf que ici, l'amour a triomphé, puisque s'il n'y avait pas l'amour, il n'aurait pas fait 91 ans avec, comme je l'ai dit, 11 enfants et 64 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous n'avons pas eu grande chose dans la vie, nous souffrons. Il n'y a pas plus grande souffrance que celle que nous éprouvons. Aucune. Nous n'avions pas de maison, donc nous avons nettoyé les granges des ânes et nous y avons vécu. Donc c'est un couple complet qui a aussi connu la misère, le désastre, la souffrance, mais qui est resté soudé. Ce qui aujourd'hui, quand ça éprouve les couples aujourd'hui, ils peuvent voler en éclats. Je n'ai rien dit. A expliqué Shama, donc c'est la femme qui parle. Donc pour Zacharie, le secret de ce mariage heureux, malgré tout ce qu'on vient de décrire, la souffrance, la misère et autres, là, est l'aide de Dieu. Donc c'est un couple croyant, puisqu'ils sont juifs d'ailleurs. Alors, Dieu me l'a envoyé, ça c'est l'époux qui parle. Après 91 ans, Dieu me l'a envoyé. J'ai eu la chance de l'avoir avec moi. Les femmes sont venues à moi comme un troupeau de moutons, mais je n'en voulais aucune. Dieu nous a toujours protégés et puisse Dieu va nous laisser tous les deux mourir ensemble. C'est le vœu de l'époux. L'amour entre les deux reste vivant, même après presque un siècle que ce mariage a été consommé, a précisé donc Zacharie. Rappelez-vous, c'est ma première et dernière femme que j'ai épousée et je ne l'ai jamais rejetée. En 91 ans de mariage, donc le couple a survécu à l'extrême pauvreté, comme on l'a dit, et aux persécutions ayant été donc parmi les premiers juifs
yéménites à se rendre en Israël lors de la création de cet État d'Israël. Donc Zacharia et Shama sont mariés depuis 91 ans avec tout le bonheur, malgré la souffrance et les épreuves. On va suivre ceci. תזכור לך, זה אשתי הראשונה והאחרונה שהתחתנתי, ואני לא זרקתי אותה. נהי. מה? אני זרקתי אותך? טוב, טוב, טוב. לא, אנחנו גדלנו שנינו יתומים. הוא יתום מאמא, ואני יתומה מאמא. לא לקחנו דבש בדרך, סבלנו. אין הכי גרוע סבל שסבלנו, אין. לא היה לנו בית, אז נקינו את הבית של החמור וגרנו בתוכו. אחד, שניים, שלוש, אני כבר לא זוכר כמה הם היו הרבה. אלוהים ישמור אותך, ייתן לך חיים טובים. הסוד, אלוהים הביא אותה, ואני זכיתי בה. באו אליי עדר בחורות, לא לקחתי אף בחורה. ביחד הרבה שנים, לא ריב, תענוג, עד כל החיים. אלוהים שמר עלינו כל הדרך, ייתן לנו שנינו נמות ביחד. C'est vraiment beau. Oui, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est le moment pour moi de vous poser la question. C'est encourageant. Les dames, que pensez-vous de ce couple, avec toute l'histoire que j'ai racontée autour? Non, c'est moi, je pose les questions ici. Non, exceptionnellement, à titre exceptionnel. C'est un beau couple. Je pense qu'ils sont restés ensemble dès le bas âge. Ils ne se sont pas 10 quittés. et 12 ans. Oui, 10 et 12 ans. Ils ne se sont pas quittés malgré les péripéties, les difficultés et tout. Rebecca Ils ont Rubin, ça tenu, dit que c'est incroyable. ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Moi, je leur dis bravo tout simplement. Mais la vraie question, c'est de savoir si aujourd'hui, nous sommes capables. Moi, je pourrais le faire dans un seul cas. Lequel? Si l'homme est conscient de ce que je me suis sacrifié pour être à ses côtés. Tu t'es sacrifié pour être à ses côtés. Ouais, mais je pense que Zacharia le reconnaît parce qu'il dit que c'est la seule femme que Dieu lui a donnée. Qu'il y a eu des femmes qui sont venues à lui comme un troupeau de moutons, mais qui n'en avaient choisi aucune parce l'homme ne s'est pas sacrifié pour venir la à ses femme côtés. que Dieu lui a envoyée. Donc pour lui, sa femme est même un don de Dieu pour lui. Rebecca? Ben, Bruno, moi, je sais quoi dire. Je ne vais pas rester ici face à la caméra et dire que je vais pouvoir faire comme ce couple-là. Vous savez, la vie de couple, c'est pas facile. C'est assez compliqué, assez complexe. C'est deux éducations, deux mondes qui se retrouvent et qui s'unissent. Pour la vie, c'est déjà compliqué quand on vit avec son frère, quand on est avec sa propre famille. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas reçu forcément les mêmes éducations que vous. Donc, c'est compliqué. Et chacun avec sa méthode quand même pour essayer de vivre au jour le jour dans la relation jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce qui est sûr, il faut retenir une chose, c'est que nous ne sommes plus dans les mêmes contextes que ce couple-là, Zacharie, voilà. On n'est plus dans les mêmes contextes. Aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui influencent déjà aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos couples, de nos relations. Donc, il faut être vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Il faut être vraiment
dans la chose, il faut vraiment aimer, il faut vraiment avoir la foi que ça va marcher, avoir la foi en votre relation, en votre amour pour que, oui, vous restez ensemble aussi longtemps. Ce qui est sûr, c'est le souhait de toute femme, c'est le souhait de tout homme. Personne ne se met en couple pour se quitter du jour au lendemain, vous êtes d'accord avec moi. Mais à un moment donné, c'est juste que on accueille différemment les situations, on vit différemment les situations. Et donc, face à telle situation, moi, je peux dire que je ne peux pas supporter, je m'en vais. Mais face à telle situation, toi, Bruno, tu dis tout simplement non, j'ai la patience nécessaire. Je reste là parce que l'autre est parti. Donc, en toute chose, c'est qu'il faut la patience. En toute chose, il faut notre méthode. Il faut qu'on sache tout simplement ce qu'on veut aussi. Au finish, voilà. Donc moi, je ne vais pas dire si oui ou non. Je ferai comme ce couple de Zachary. Moi, je peux le faire. Mais je dis tout simplement que Dieu nous aide. Chers téléspectateurs, c'était Rebecca Kenjaouanaï dans Restaurant. Dois-je rester ensemble avec l'homme de ma vie durant toute sa vie? Que Dieu nous aide à nous en sortir tout simplement dans la vie de couple. Comme Zacharia et Voilà. Pas seulement Dieu. Donc, il faut aussi la volonté de soi-même. Il faut aussi la volonté de soi. Je l'ai dit, mais j'ai dit, mais à côté de la volonté, forcément, il faut la foi. C'est ce que tu veux que le ciel t'accorde. Oui, mais tu as la volonté. Mais tu vis des situations, mais écoutez, on ne peut pas être en train de me frapper du matin au soir et je vais dire, non, je veux qu'on aille jusqu'à 91 ans. On est d'accord. Donc, à côté de la... Tu n'iras pas à 91 ans. Voilà, c'est ce que tu vas vite même. Le soir en même temps. Le soir en même temps. Il faut te battre chaque jour. Tu n'iras pas à 91 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la situation et il faut la foi, il faut la volonté, tout simplement. Je pense que ça va aller. Alors, la dernière information, on ne va pas en parler. Si vous voulez la dernière information. Ou bien on offre très rapidement. Très rapidement. Alors, il s'agit de la sprinteuse nigériane Blessing Okagbare qui a été donc lourdement sanctionnée en écopant d'une suspension de 10 ans pour usage de substances prohibées et non en corporation dans l'enquête menée par les autorités antidopage. Blessing Okagbare avait donc été exclue des Jeux Olympiques juste avant les demi-finales du 100 mètres le 31 juillet dernier pour dopage à l'hormone de croissance. Donc début octobre, elle avait été de nouveau épinglée pour contrôle positif à l'EPO, donc plus tôt dans la saison. La sanction initiale de 4 ans est également alourdie en raison donc, de sa non-collaboration dans l'enquête. 10 ans désormais. Ah, dopage. Ouais. C'est pas bien pour les sportifs. Consommation de produits et c'est pas prohibés. bien pour toute personne, tout simplement. Ouais, c'est pas... Parce que vous êtes dans une compétition, le sport c'est de la compétition, donc vous avez des concurrents. Et quand vous vous dopez et que le concurrent ne se dope pas, c'est que vous ne partez pas sur le même pied d'égalité. Vous partez avec plus de chance, plus d'énergie, plus de force, etc. D'accord. Alors, on termine avec vous, Bruno. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Ou bien vous avez encore une autre information? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. On peut clôturer? Ça va. Terminus, tout le monde descend. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain, quand il sonnera très exactement 12 h. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.